Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une petite énigme. Qu'est-ce qui a été créé pour redéfinir les standards de l'industrie de la moto, au passage en réalisant la machine de série la plus puissante de tous les temps, et puis derrière en la transformant en une routière de 200 chevaux. Kawasaki H2SX, et croyez-moi, il va y avoir de la bagarre. Bon, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Déjà, résultat du sondage, le mur moche est de retour. Mais a priori, vous le préfériez au papier peint moche, donc on va continuer sur cette lancée. Effectivement, j'ai respecté vos souhaits, vous m'avez dit que vous préfériez la brique apparente avec un peu de déco par-dessus. Donc dans un futur très proche, je vais installer quelques petites étagères, histoire de rajouter quelques petits éléments de décoration, ne vous en faites pas. Ensuite, on va passer rapidement sur le fait que cette machine nous a été prêtée par nos copains de chez Espace Murite. Oui, je sais, j'ai une chambre là-bas maintenant, j'y dors, je paye un loyer, y a pas de problème. Toujours est-il que blague à part, les copains nous prêtent encore une fois cette superbe bécane, qui en plus n'est pas dans leur parc d'essai, c'est une machine d'occasion qu'ils ont récupérée. Donc encore une fois, merci beaucoup. Châtillon, Kawasaki, KTM, Ducati, Yamaha, je l'ai dit, les accessoires aussi, ne les oubliez pas, allez les visiter, ils sont super cool. Vous savez, j'étais en train de regarder ce faux livre de notes et ça m'a fait réaliser un truc. Cette chaîne a eu une quantité assez phénoménale de bécanes incroyable. Des roadsters absolument maboules, des hypersports extrêmes, etc., etc. Et donc, j'ai pris une décision. Je ne vais absolument rien changer. Voilà. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, on va peut-être parler de cette moto. Donc on va continuer la tradition avec de nouveau un monstre de plus de 200 chevaux. Alors oui, je sais, ça commence à devenir fatigant, mais je vous apporte du neuf ici. Cette machine est la Kawasaki H2SX SE, et la légende raconte qu'une fois que vous connaissez le nom par cœur, tout se passera extrêmement bien. Et il y a un petit peu d'héritage quand même ici, puisque cette machine est en fait un peu une variante GT de la H2, qui est elle-même une variante légale pour la route de la H2R, qui est elle-même la plus puissante machine de production jamais créée par l'homme. Et oui, plus puissante que n'importe quelle MotoGP, que n'importe quel superbike. Ça laisse à réfléchir quand même. Quand la H2R a été présentée en 2015, on a assisté à la naissance d'un des plus incroyables véhicules que le monde n'ait jamais porté. Vu que cette machine, avec son moteur 4 cylindres en ligne compressé, développait la bagatelle de 326 chevaux. 326 chevaux. Qui fait ça? Vraiment? Mais qui fait ça? Bref, aussi fou que ça puisse paraître, la H2R était une véritable prouesse technologique et la mère de toute une nouvelle gamme de véhicules chez Kawasaki, les motos compressées. Alors, la descendance n'a pas été particulièrement plus tendre. On a eu le droit à la H2, qui est finalement une version route de la H2R, puisque je vous rappelle que l'original ne peut pas aller sur la route, avec un conduit d'admission d'air en moins et seulement 200 chevaux. J'adore quand on peut dire des choses comme ça. Mais aussi la ZH2, qu'on avait déjà essayé sur la chaîne, roadster compressé de 200 chevaux, là aussi, je sais pas par la tête de qui s'est passé une idée pareille, mais en tout cas c'était très rigolo, merci beaucoup Kawasaki. Et finalement, aujourd'hui on a devant nous la H2SX. Sur le papier, ce machin a pas mal de choses à offrir en termes de performance et de technologie, avec plus de confort que les contreparties roadster ou sportives, et un bruit de compresseur très spécifique. Désolé, j'imite très mal les bruits de compresseur, mais on s'en fout puisqu'on a l'original et qu'on va aller l'essayer tout de suite. Bon, eh bien on le sait maintenant, hein, un essai sur Roadsters TV n'est jamais complet sans un tour statique, donc parlons un petit peu de cette machine. La H2SX est une bécane assez particulière pour pas mal de raisons, et l'une d'entre elles, c'est bien évidemment son look. C'est vraiment une moto qui a un air très futuriste. Moi, il y a pas mal de petites choses que je trouve assez sympa dessus, notamment déjà cet avant qui lui donne une espèce de gueule un petit peu comme un monstre. Je trouve ça très sympa. On a des clignots qui sont intégrés directement dans les rétros et dans les carénages, ça c'est vraiment cool. On a ici également un monobras qui est assez sympa et qui révèle une belle jante en forme de shuriken. Bon, c'est juste dommage que l'échappement d'origine cache un peu tout ça, et en plus je suis pas trop fan du design, et c'est globalement une plutôt belle machine à mon sens, même s'il y a certains trucs sur lesquels je suis vraiment moins fan, typiquement l'arrière qui est quand même bien moins sexy que celui de la H2, hein, il faut bien l'avouer. Alors après c'est normal, hein, il y a les gènes un petit peu GT qui ressortent avec ces poignées qui sont nécessaires pour accrocher ces valises latérales,
chevals. Bon, après, je suis quand même pas trop fan du design et de l'ensemble. Autre petit point, je pinaille, hein, mais le klaxon qui est ici visible en fait, alors pas pour les gens de l'extérieur, mais vous quand vous conduisez, je vous assure, vous l'avez directement dans votre champ de vision. Je trouve que c'est pas forcément génial, surtout quand on sait que cette machine là, bah écoute, plus cher qu'une Hayabusa, donc bon, c'est un petit peu embêtant pour moi. Allez, on passe au plat de résistance, et ce truc juste ici a été le focus de tellement d'attention de la part de Kawasaki que ça leur a même amené à changer en fait le logo de leur entreprise. Vous devez peut-être le savoir, mais désormais en fait le logo Kawasaki, eh bien c'est celui-ci qui en fait représente Kawasaki Heavy Industries, qui est donc en fait le conglomérat global Kawasaki qui bosse sur de l'aéronautique notamment. Donc c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie ce moteur, et en fait eh bien ce n'est pas un simple 4 cylindres en ligne standard, mais bien une version compressée qui intègre donc une turbine. Si vous voulez quelques chiffres, eh bien cette turbine monte à plus de 120 000 tours minute quand le moteur lui-même approche sa zone rouge à 14 000, c'est hallucinant. Et globalement la fonction de ce compresseur, c'est de prendre en fait l'air qui vient des conduits d'admission, de le compresser et du coup de suralimenter le moteur, ce qui permet d'avoir eh bien un énorme gain en termes de performance, mais surtout de couple. Cette machine là fait 200 chevaux, 210 avec la technologie d'air forcé Ram Air, ce qui est plus ou moins la même chose que la ZX10R qu'on a essayé il y a quelques temps, mais on a quasiment 20% de couple en plus pour la même cylindrée, et surtout en fait ce couple maximum il est délivré quasiment 2000 tours plus tôt, ce qui est quand même bien différent en termes de comportement et permettra à cette machine d'avoir eh bien un agrément de conduite au quotidien bien plus agréable que celui de la ZX10R. Et à mon avis, quand on tourne la poignée, ce truc doit bien vous arracher les yeux, on verra ça tout à l'heure. Concernant le châssis, là aussi cette machine est un petit peu atypique puisque on n'utilise pas ce qui est habituel dans l'industrie japonaise, à savoir du double longeron aluminium sur des grosses bécanes. Ici, Kawasaki a fait le choix de partir sur du treillis tubulaire en acier, et la raison en est, selon les ingénieurs d'Akashi, eh bien le refroidissement du moteur. En effet, le treillis tubulaire aurait tendance à mieux refroidir, mieux dissiper la chaleur, et en fait, eh bien les moteurs compressés et le compresseur en tant que tel a besoin de vraiment fonctionner à des températures qui sont relativement basses. C'est la raison pour laquelle toutes les machines eh bien compressées de chez Kawasaki utilisent du treillis tubulaire tout simplement. Et maintenant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu à quoi je ressemble sur cette moto. Et ben cette position sur cette H2, elle est vraiment cool. J'adore, la selle est super confortable, vous allez pouvoir faire des centaines de bornes avec sans aucun souci. La position est un petit peu plus agressive que, on va dire, sur un 1000SX, une Z1000SX, mais c'est pas dérangeant. Le dos n'est pas tout à fait droit, mais il est penché comme ce serait le cas sur une Aprilia Tuono, donc ça reste quelque chose d'approchant un petit peu le roadster sportif, et clairement je suis pas du tout gêné. Les jambes c'est pareil, ça va très bien, les genoux sont un tout petit peu plus pliés que sur une moto de touring traditionnelle, hein, une trail ou une routière, mais faut dire aussi ce qui est, ce machin c'est un lance-missile, hein, c'est 200 chevaux, donc ça se conduit pas tout à fait comme une 1250 GS. Vous savez que je vous aime bien les possesseurs de GS. La hauteur de selle elle est de 835 mm, donc c'est une machine qui est pas nécessairement la plus petite qui soit, hein, pour des pilotes qui vont être un petit peu plus courts sur pattes, ça peut être délicat. Alors il y a deux réglages sur la hauteur de selle, donc ça peut aider. Par contre, il faut vraiment lancer sa jambe, surtout quand il va falloir éviter ces petits bagages latéraux. Faites attention quand même. Globalement, je dirais quand même que dans l'ensemble, cette moto, elle a une position de conduite qui est parfaite pour de la conduite au quotidien ou sur la route, et on la comparera quand même en termes de conduite dynamique avec la Hayabusa et la ZZR 1400. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Donc, comme vous avez pu le voir, la position à bord de la H2SX est vraiment super confortable, tout du moins pour de la conduite sur route ou au quotidien. On verra dans la partie dynamique, sur la partie sportive, c'est aussi le cas. On a un réservoir de 19 litres, ce qui vous donne à peu près 200 km d'autonomie, hein. C'est une des parties négatives en fait de cette moto, c'est son appétit. Le compresseur va vraiment pas mal augmenter la consommation de ce véhicule par rapport à un 1000 cm3 4 cylindres en ligne standard. Et on a une machine qui globalement n'est pas des plus légères, hein. 260 kg, c'est dans le domaine d'une Hayabusa, ce qui en fait un truc un peu lourd à manier quand on est à l'arrêt, même si j'étais relativement surpris par le bras de levier. Par contre, dès qu'on se met à rouler avec, là ça devient vraiment une autre paire de manches et beaucoup plus agréable, vous le verrez dans la partie dynamique. Avant de continuer, une petite mention spéciale pour cette béquille centrale. Kawasaki a mis ça de série, sur la SE en tout cas, ce qui est vraiment pratique pour tous les travaux d'entretien sur tout ce qui est chaîne, sur le fait de nettoyer les jantes. Merci beaucoup, parce que ça fait vraiment une belle différence. J'aime pas ce genre de truc sur des roadsters sportifs ou des hyper sports, hein, c'est pas du tout leur place, mais sur ce genre de machine, je trouve ça vraiment bienvenu. Je fais
un petit point rapide sur les valises qui sont en option, elles ne sont pas livrées avec la moto directement. Petite ouverture ici directement avec la clé, hop, et là on va pouvoir venir ici tirer cette petite poignée et ouvrir. Vous avez un petit sac Kawasaki qui a été mis, qui appartenait à l'ancien propriétaire. Ça c'est vraiment vachement cool, et en plus ces valises s'attachent très facilement directement à ces poignées qui sont ici, c'est juste une petite glissière, je les ai enlevées pour certaines prises de vue, et franchement ça passe nickel. Belle contenance, c'est solide, ça fait juste un peu peur quand on roule avec, parce que du coup j'ai toujours l'impression que je vais taper, alors que finalement c'est moins large que les rétroviseurs. Bref, ça c'est mes petits démons à moi. Allez, finalement on va passer à ce petit tableau de bord, et regardez, est-ce que c'est difficile de faire un truc joli, même en 2020? Enfin, on est d'accord que quand même, on n'a pas besoin d'écrans qui prennent toute la place du tableau de bord, mais c'est quand même nettement plus sexy que ce qu'on a vu sur la ZX10R qu'on avait essayé. On a une grosse aiguille pour garder un peu le côté sportif sur les tours minutes, et puis on a un petit écran TFT qui est joli, clair, précis, qui affiche toutes les informations. En plus, on peut le personnaliser, il y a 4 variantes différentes, un mode jour, un mode nuit, enfin vraiment ça tourne nickel, c'est super beau. Le modèle 2022 intègre lui un grand écran TFT 6,5 pouces qui est vraiment énorme, mais franchement moi si je devais acheter aujourd'hui une H2SX d'occasion, et ça me gênerait absolument pas, j'ai absolument aucune plainte à faire ici, et j'ai beaucoup dit absolument. En termes de technologie, la H2SX est très bien équipée avec un cornering ABS, avec du contrôle de traction, du wheeling control, du launch control, du contrôle de frein moteur, tout est absolument sous contrôle, ne vous en faites pas. On a aussi un petit régulateur de vitesse, et même des... comment ça s'appelle déjà? De l'éclairage en courbe, pardon. C'était une des premières machines à introduire ça, et ça marche assez bien. Le modèle 2022 va intégrer en plus de ça un radar adaptatif, une alerte de proximité, enfin ça va vraiment encore beaucoup plus loin, c'est vraiment une merveille technologique, mais elle sera sensiblement plus chère. En tout cas, cette machine là pour le coup en termes de techno, je trouve qu'elle est vraiment bien dotée. Allez, petit réveil du compresseur. Ouais, bon, ça je vous l'avoue, je suis pas très fan du son de cette machine, je trouve qu'il est assez quelconque. C'est pas forcément le truc pour lequel elle est pensée, mais bon, ça rend pas très justice, pas très hommage à la machine. On va tourner un petit peu la poignée vite fait. Un petit peu mieux, mais bon, je pense surtout que l'expérience de conduite sur cette moto va vraiment être fun, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la partie dynamique. Et allez, on se retrouve pour ce petit tour dynamique de cette H2SX SE. On va parler un petit peu de la conduite urbaine, des aspects pratiques, et bien évidemment la position de conduite en est la première, le premier exemplaire, et véritablement je maintiens ce que j'ai dit dans le tour statique. La position de cette machine est super agréable, je me sens vraiment à l'aise, vraiment super bien. Le siège, fauteuil, on va appeler ça un fauteuil, est super confortable, on peut vraiment tracer des bornes avec sans aucun souci, donc ça c'est vraiment cool. La position, comme je vous l'ai dit, elle est un tout petit peu vers l'avant, mais c'est vraiment très léger, comme un roadster légèrement sportif. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Tuono, je pense que sur la Tuono ça doit être même encore pire que ça, et vraiment aucun appui sur les poignets, les jambes ça va, ils sont un tout petit peu repliés pour permettre d'avoir quand même un petit zeste de sportivité sur la machine, mais ça passe vraiment très bien. Et donc au niveau de la position, on n'est vraiment pas du tout sur une Hayabusa ou un ZZR qui sont des machines bien plus radicales. Alors bien évidemment pas aussi radicales qu'une Hypersport, mais bien plus radicales. Là non, on est vraiment super bien sur cette moto, et vraiment on peut faire de la ville, faire de la route sans aucun problème. Concernant l'ergonomie générale, écoutez, les leviers de frein et d'embrayage sont très bons, c'est doux, il y a un petit quick shifter up and down qui marche très bien sur cette machine là. Les boutons sur les commodos sont plutôt faciles à utiliser. Alors ces 3 boutons là qui servent à gérer un petit peu le défilement dans les menus, il faut appuyer un peu dessus, mais la machine n'est pas toute jeune, elle a 27 000 km, donc peut-être qu'avec le temps ils se sont peut-être un petit peu usés aussi, mais bon, globalement ça reste quand même très facile à utiliser, même s'il y a quand même quelques boutons, on en dénombre à peu près une dizaine ici, mais ça va, ça marche quand même assez bien, je vais pas me plaindre à ce niveau là. Les rétroviseurs font un super boulot, ils sont grands, ils ne tremblent pas, ils sont super ajustables, donc aucun souci à ce niveau là. Je vois un petit peu mes bras dessus, mais comme ils sont très grands, c'est pas gênant parce que je continue à avoir une belle visibilité sur ce qui se passe à l'arrière, donc
donc topissime à ce niveau-là. Le tableau de bord super clair, super lisible, les informations sont très facilement accessibles. La grande aiguille avec les tours minutes, eh bien elle est vraiment là pour donner ce petit côté sport et elle est elle aussi extrêmement claire. Et globalement, sur l'ergonomie, c'est un quasi sans faute qu'elle nous fait cette H2 SX, donc très bien joué de la part de Kawasaki. Petite mention spéciale concernant les petites valises latérales qui sont en option, je vous le rappelle, faut les acheter. Elles sont très pratiques, on peut même y ranger un casque intégral, donc ça c'est très bien. Peut-être pas avec ma mentonnière avec la GoPro, mais en tout cas ça c'est super cool, on peut vraiment mettre ses affaires, si on part en voyage et qu'on part pas non plus pendant 3 mois, on peut y caser quelques fringues, etc. et ça marche très bien. Donc ça pour le coup c'est plutôt vraiment très cool. Là où on va quand même faire un petit peu attention, c'est que c'est un peu large. Alors j'ai pas l'impression que ce soit plus large que les rétros, donc vous connaissez l'adage, si les rétros passent, tout passe. Mais néanmoins faites attention quand même, parce qu'il y a des fois on passe à des endroits où en fait à la hauteur des rétros on peut passer, mais il y a un obstacle un petit peu en bas et on n'y pense pas inconsciemment, et ça peut taper parce que c'est quand même un petit peu large ces trucs là. Petit tunnel, histoire de repasser en mode clair-obscur. Donc là on va rentrer dans le domaine des petits défauts de la H2SX. La consommation en est un, puisque une moto compressée va forcément consommer plus qu'un moteur atmosphérique, c'est la même histoire que les turbos dans les voitures. Donc cette machine là on est dans les 8,5 litres 9 litres au 100, ce qui est assez élevé quand on compare à d'autres machines de la même cylindrée. Mais bon, que voulez-vous, c'est une des conséquences de posséder ce type de machine avec une architecture si particulière. À vous de vous en accommoder ou pas. Pareil, deuxième petit défaut, la chaleur. Cette machine dégage énormément de chaleur. Alors ce n'est pas que le moteur chauffe tant que ça, il dissipe extrêmement bien la chaleur, puisque moi ça m'a surpris en roulant avec cette machine. Je me suis jamais retrouvé à des températures ultra élevées, alors qu'il y a un jour ou deux il faisait vraiment super chaud. Je me suis arrêté à un feu et je me suis rendu compte qu'elle était montée à 95-96 degrés. Ma Tuono à l'époque, je me souviens, avait fait des fois des pics à 104-105, et dès que je suis reparti, la température est redescendue immédiatement, ce qui prouve quand même que cette machine dégage très bien la chaleur. Et pour le coup c'est vous qui en pâtirez, mais néanmoins vous en pâtirez au niveau des chevilles et non pas des cuisses, et ça pour moi ça fait une vraie diff, parce que sur les Ducati typiquement en fait la chaleur elle est dégagée au niveau des cuisses et ça devient très rapidement insupportable. Finalement la dernière partie, c'est bien évidemment la conduite passager. J'ai emmené ma petite passagère habituelle, Mathilde. Vous commencez à avoir l'habitude de la voir sur la chaîne, et Mathilde a adoré la H2SX. Elle a trouvé la position super confortable, vraiment aucune gêne, aucune exagération au niveau des jambes, du repli des jambes. Tout était très agréable pour elle. C'est vraiment une machine que vous pouvez prendre avec vous comme une alternative sérieuse à une routière, et puis tracer pas mal de bornes avec sans trop de problèmes. Avec une différence principale avec une routière, c'est que là-dessous il y a 210 chevaux, et ça on va le voir tout de suite. Et allez, on est parti sur une courbe, c'est incroyable. On m'a promis 210 chevaux, un compresseur, du couple et de la puissance à revendre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde si c'est vrai. Wouhou! Oh là là, quelle santé! Wouhou! Je sais pas si vous entendez le sifflement du compresseur, parce qu'avec le vent c'est très complexe. Alors j'ai déjà quelques petites appréciations, quelques petites notes à faire concernant ce moteur. Déjà il faut savoir un truc, c'est que quand on est à bas régime, on va dire à 4000, 3500, 3000 tours minute, si je tourne la poignée, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Attention, on se parle quand même d'une moto de 200 chevaux. Mais il y a vraiment un double visage à cette machine. Il y a un côté on-off qui est très prononcé et qui en fait se manifeste dès que vous atteignez les 7000 tours minute. Vous allez voir ce que je veux dire. Regardez, là, je tourne, ça réagit d'une certaine façon. Je me mets à 7000, le compresseur se met en charge. Et regardez comment l'aiguille s'affole et se jette à l'autre bout du contour. C'est impressionnant. Ça va me permettre de tester les freins en même temps. Ça manque un petit peu de mordant quand même à haute vitesse, je trouve. On va réessayer. Ça ralentit bien la machine, on sent que ça enterre un peu le truc, mais ça manque quand même un petit peu de mordant à mon goût. J'aurais bien aimé du Brembo là-dessus. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus il y a des Durit Aviation ici, donc ça fait bien le boulot ça, mais ça manque un petit peu de mordant. Le châssis, bon, je vous le montre sur un rond-point, mais vous comprenez l'idée. Il est très bon, la machine elle a vraiment une maniabilité qui est assez impressionnante. Et ensuite voilà, c'est vraiment, on arrive et là boum, elle s'envole et le compresseur il se met en charge, et là c'est vraiment la folie, c'est vraiment l'envolée lyrique.
Donc cette machine, elle a un mode d'emploi. Oh, je viens de me prendre un insecte sur le casque. Je m'excuse d'avance pour tous les insectes que j'ai pu tuer sur cette vidéo. Cette machine a vraiment un mode d'emploi, hein. Il faut savoir un petit peu comment l'utiliser. Et tant que vous n'êtes pas dans les 7000 tours minutes, il va pas se passer grand chose, hein. Ça va pas être non plus une machine dangereuse, on va dire. Elle va être plaisante, hein. Et il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça super avantageux d'avoir une machine à deux visages où en dessous de 7500 tours minutes, 7500 tours minutes, on peut croiser tranquillement et rouler sans se faire peur. Et si on veut vraiment s'énerver, bah, il faut aller la chercher un petit peu dans les régimes. Et pareil, du coup, ça c'est quelque chose que je peux vous dire tout de suite par rapport à la ZZR 1400 d'Antoine, ou une Hayabusa, mais bon, la ZZR est un petit peu ce qui s'en rapproche le plus. C'est qu'en fait, cette machine, elle va avoir beaucoup moins de couple à bas régime et être moins linéaire que le ZZR. C'est une machine qui va vraiment demander à aller la chercher dans les tours minutes. Moi personnellement, je n'aime pas ça, vous le savez, j'aime pas les machines qui s'expriment vraiment que en haut du compte tour. Donc moi, si je devais choisir, je prendrais un ZZR sans hésitation. J'ai d'ailleurs un Hayabusa, je sais pas si vous le savez, qui ont d'ailleurs tous les deux, hein, toutes les deux motos, elles ont plus de couple que cette bécane là, mais néanmoins je peux comprendre aussi cette satisfaction d'atteindre les 7000 et là boum, ça explose et ça s'envole. Donc bon, c'est vraiment une question de préférence à ce niveau là, je vais pas juger, hein, chacun son truc, mais néanmoins effectivement, et bien cette moto elle a une vie un petit peu particulière et ça pour le coup c'est assez cool. Encore une fois, ce châssis et ses suspensions marchent plutôt bien, vraiment le poids de la moto on l'oublie très facilement. Alors le fait d'avoir une position moins sportive incite un peu moins à la prise d'angle et pourtant ça reste un paradoxe, mais il y a un indicateur d'angle sur cette machine et là vous voyez 34 et 36, en fait c'est l'angle que moi-même j'ai pris avec la moto parce que quand je l'ai récupérée elle n'était pas à ces valeurs là. C'est pas une moto d'essai, hein, c'est pas une moto neuve, c'est une machine d'occasion que Espace Murit a repris, hein. Encore une fois merci à eux de nous avoir prêté la moto et en fait le propriétaire ne devait pas forcément trop incliner et du coup j'ai fait ça en quelques minutes. Alors bien évidemment c'est pas des chiffres extraordinaires, hein, je suis pas en train de vous dire que je suis un pilote, mais néanmoins je trouve que la machine met rapidement en confiance. Le guidon droit met en confiance et donc ça amène vraiment à pouvoir prendre de l'angle assez facilement avec la moto. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire concernant la suspension de la machine, hein, au global. Je trouve qu'elle fait un bien meilleur travail que celle de l'Hayabusa, dans le sens où cette bécane ne donne pas du tout une sensation de flottement. Je la trouve très ferme et très incisive, on va dire, alors que pourtant elle absorbe bien les irrégularités de la route. Je trouve pas du tout que ce soit tape-cul. À la prise d'angle ça se fait quand même assez naturellement, hein, pour une machine que je n'ai roulé qu'une heure ou deux. Et je trouve que c'est vraiment facile d'incliner avec la moto, donc excellent sur cette fourche, hein. C'est pas un élément all-in, c'est pas de la fourche ultra premium pressurisée ou même électronique ou quoi que ce soit, et pourtant ça marche très bien, donc bravo messieurs de chez Kawasaki. Bien voilà, écoutez, hein, on arrive à la fin de ce petit essai dynamique. Je trouve que le moteur il a son mode d'emploi, mais il est quand même très agréable à utiliser. Le châssis est très bon, hein. Franchement ça se place très bien cette machine, c'est assez incroyable. Le freinage manque un petit peu de mordant, je l'avoue, à haute vitesse. Quand on roule normalement ça va, hein. Ça se fait très bien, mais je trouve quand même que ça manque un petit peu de mordant à haute vitesse, donc ça il faut quand même le prendre en compte. Alors le nouveau modèle 2022 est équipé en Stylema, donc ça il n'y a plus aucun souci à ce niveau là. Et globalement cette machine je trouve qu'elle est vraiment super cool. Elle n'offre pas la même position qu'un ZZR ou une Hayabusa, hein, ça il faut le savoir, c'est vraiment plus une GT qu'une sport dans le terme sport GT, mais globalement ça se passe quand même très bien. Et écoutez, je vais me garer maintenant et vous retrouver pour la fin de la vidéo car j'ai un petit peu chaud. Finalement, ce faux bouquin de notes, il a été assez pratique. Il m'a permis de réaliser certaines choses concernant cette machine, dont je vous ferai part à la conclusion de la vidéo. Maintenant, on sort l'artillerie lourde. Il est l'heure de dégainer les gros chiffres, les valeurs de vitesse incroyables et les pneus brûlés. Concurrence. Alors, aujourd'hui par contre, pour cette machine-là, on va avoir que deux rivales directes. Désolé, c'est pas non plus le marché le plus développé qui soit. Et on va commencer avec une moto qui est, bien, réalisée par le même constructeur. La Kawasaki ZZR 1400, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne, puisque c'est la moto d'Antoine, pourrait être considérée comme l'ancêtre de la H2 SX, ou on va dire une autre vision du sport touring ultra haute vitesse par Kawasaki. Nous avons aussi
aussi un moteur 4 cylindres, nous avons aussi 210 chevaux et nous avons presque le même poids. Là où les choses se démarquent un petit peu, c'est quand on commence à parler de l'architecture. En effet, la ZZR 1400 a choisi d'aller plutôt sur la façon traditionnelle de faire les choses en prenant un gros moteur avec beaucoup de cylindrées. Et quand je dis beaucoup de cylindrées, la différence elle est énorme. La ZZR 1400 possède 1440 cm3 de cylindrée, soit 44% d'augmentation en plus par rapport à la H2SX. Et ça se traduit par un comportement plus linéaire, mais surtout beaucoup plus coupleux que cette machine-là, avec surtout une réponse instantanée dans les bas régimes bien plus importante. La position permet d'avoir une conduite un petit peu plus sportive, et donc par conséquent un petit peu plus fatigante, et c'est une machine qui a quand même beaucoup moins de technologie que la H2SX, qui aujourd'hui n'est plus vendue en France, certains pays la commercialisent encore, mais vous pouvez trouver plein d'exemplaires sympas sur le bon coin. La preuve en est, Antoine a acheté la sienne dessus et il en est ravi. Si vous aimez la vitesse, la puissance et avoir une maniabilité qui soit plus proche de celle d'une moto un peu plus sportive, la ZZR 1400 peut être véritablement une excellente alternative. Et malgré le fait que la ZZR 1400 a une position plus sportive que la H2SX, elle ne l'est pas autant que cette moto-là, Suzuki Hayabusa 2022. Alors oui, vous le savez, je vais la défendre. La raison est simple, j'en possède une et j'en suis... On va quand même essayer de rester un petit peu objectif. La nouvelle Hayabusa est moins puissante que les deux autres. En fait, elle est même moins puissante que sa génération précédente et ça fout un peu les boules pour ce qui était quand même considéré comme la reine absolue de la vitesse pendant des décennies. Mais, malgré qu'elle ne possède que 190 chevaux, la nouvelle Hayabusa est quand même un monstre absolu, avec encore plus de couple qu'avant dans les bas et mi-régimes qui sont, je vous le rappelle, la plage d'utilisation sur laquelle vous allez être le plus souvent. Je me suis fait mal. Et au-delà de ça, la technologie sur cette nouvelle version est mais totalement au-dessus de celle d'une ZZR 1400. Bon, pas de la H2SX quand même, on va pas abuser. Meilleur freinage, meilleur éclairage et aussi un des plus fiables, si ce n'est le plus fiable moteur de toute l'industrie moto. Il n'y en a pas beaucoup des drag race qui sont faites avec autre chose que des Hayabusa modifiés à 1000 chevaux, vous savez. Moi je dis ça, je dis rien. Donc si vous avez un petit peu plus d'argent qu'un ZZR 1400 d'occasion à mettre, cette bécane est un véritable rêve, croyez-moi, je le sais. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de cet essai. La Kawasaki H2SX est un vrai paradoxe. D'un côté, on a une machine qui est confortable, vraiment sympa pour faire des longs trajets, et de l'autre, on a un moteur qui ne demande qu'une seule chose, vous envoyer en prison le plus rapidement possible. 210 chevaux et un compresseur donnent à cette machine une vie tout à fait particulière et une personnalité assez unique, même si je regrette que le son de la machine ne soit pas à la hauteur de ses prétentions. Vous avez toujours le son du compresseur pour vous différencier. J'y arrive toujours pas. Allez, cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je veux bien savoir dans les commentaires si vous préférez plutôt ce genre de nouvelle machine avec des compresseurs, ou si vous êtes un peu plus à l'ancienne comme nous et vous aimez un peu ces gros monstres avec des gros moteurs, avec des grosses cylindrées, avec des gros... Bref, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents sur la route. Ciao!